Ok, donc c'est la dernière partie dans la série. Donc je vais essayer de pas spoil pour ceux qui n'ont pas vu la série, pas trop donner d'informations sur la série. Donc en fait, dans Queen's Gambit, Armin c'est une joueuse de E4, mais contre le champion du monde à la fin, elle va commencer avec D4. Donc c'est le premier mouvement. Et fidèle au nom de la série, le Queen's Gambit va se jouer. Donc ça, c'est l'ouverture qui s'appelle Queen's Gambit. Euh, c'est un gambit en fait parce que ce pion n'est pas protégé. Donc on dirait que Noir peut juste gagner un pion ici. Euh, mais en gagnant un pion de 1, c'est temporaire. Donc les Blancs vont reprendre le pion un peu plus tard. Et ça permet aussi de jouer ensuite le mouvement E4 principalement, qui va ensuite contrôler le centre avec deux pions centraux ici, qui va contrôler le centre très fortement. Euh, donc il y a plusieurs réponses à ça. Donc il y a le gambit de la reine accepté, qui a été joué, qui en fait le pion prend. Donc ça c'est l'accepté. On a le décliné, donc on refuse le gambit et on protège le pion à la place avec le mouvement E6. Ça permet aussi d'ouvrir la diagonale de notre fou. Et sinon, il y a la défense du slave, qui est aussi une autre réponse assez commune, qui garde en fait le pion blanc en vie, parce que dans le décliné, en fait, on bloque le fou blanc. Mais le slave peut aussi ralentir le développement de ce fou et donc le roc. Donc ça a ses avantages et ses désavantages. Donc dans le jeu, on a le gambit de la reine accepté. Tout de suite, Harmon va lancer E4 pour un contrôle du centre magnifique avec les deux pions. Et aussi en même temps, ça va ouvrir le fou blanc pour une attaque directe sur le pion qui a été mangé. Donc on peut voir que la reprise du pion va être assez facile. Ensuite, Borgov va tout de suite attaquer le centre avec cavalier C6. Donc on voit maintenant qu'il y a une double attaque sur ce pion ici. Euh, et dans un contexte comme ça, où les blancs contrôlent le centre, normalement les noirs vont faire tout ce qu'ils peuvent pour contre-attaquer le centre. Donc plein de petites choses qui vont essayer d'énerver les blancs, et les blancs vont devoir protéger le centre. Ensuite, Harmon va défendre avec le fou E3, donc on défend le pion en développant notre fou noir. Il y a aussi D5 qui est très jouable. En fait, il va être protégé, donc on ne peut plus le manger, bien évidemment, tout en attaquant le cavalier. C'est jouable, mais en fait, ça crée des avantages. Comme on voit, les pions blancs sont assez avancés, et ça va permettre aux noirs de trouver des faiblesses dans la structure du pion parce qu'ils sont tellement avancés. Donc ça peut aller quelque chose comme cavalier E5, fou F4, cavalier G6, E3, cavalier F6, cavalier C3. Donc, on va voir que c'est une structure qui va être... donc, le cavalier va aller à l'opposé, et ensuite, on va commencer à attaquer le centre de cette manière. Donc, c'est jouable aussi, mais dans le contexte de la partie, elle a décidé de protéger avec le fou. Ensuite, Borgov va continuer son attaque du centre en développant son cavalier à F6. Donc, attaquer le pion qui n'est pas protégé, juste ici. Et Harmon va défendre avec C3. Donc, comme on voit, c'est un peu un jeu de chat-souris. Et c'est une attaque et une défense, et les blancs répondent ensuite. Euh, ensuite, Borgov va aller directement pour une attaque du centre avec E5. Euh, donc, c'est ça. S'il mange, le cavalier peut reprendre, ou même il y a un échange de dames qui est possible. Ça met le cavalier dans une assez bonne position. C'est jouable aussi, je pense. Mais c'est ça. Avec le mouvement E5, on conteste le centre. Harmon va aller pour D5. Donc, elle va refuser de l'échange de pions. Elle veut garder son centre solide. Comme ça, donc là, elle solidifie son centre. Elle veut vraiment contrôler le centre. Donc, elle repousse le cavalier en E7. Ici, le cavalier n'avait pas tellement de choix
Les autres cases sont beaucoup moins bonnes. Et bien évidemment, retourner à sa case de départ, c'est assez triste et c'est pas super bon. En faisant ça, Borgov aussi a l'intention d'amener son cavalier à G6 pour potentiellement amener sur une case qui est intéressante ou faire des choses à partir de G6, qui est une très bonne case en défendant ce pion aussi. Ensuite, donc, comme on voit, il y a la reprise du pion. Donc ça, c'est, si vous vous en souvenez, au début, c'est le pion qui a pris notre pion gratuitement. Jusque-là, Noir avait un pion de plus, mais là, on a la reprise du pion tout en développant un fou. Donc ça, c'est deux avantages. Ça développe une pièce et on reprend le pion. Donc là, on voit qu'avec toutes ces pièces au centre, Harmon est en très bonne position. Euh, mais aussi, Borkov a beaucoup d'opportunités pour défaire le centre. Euh, donc ensuite, on a cavalier G6, on a l'idée de Borgov ici d'aller à des cases intéressantes. Et ensuite, on a F3. Donc ça, c'est un mouvement qui est assez cool parce que ça crée un connect four. Et ça, en fait, c'est très fort parce que c'est les quatre pions s'entre-protègent et ça forme une structure qui est très solide au centre. Et en fait, là, le centre est assez dominé par les blancs. Ensuite, on a fou D6, donc développement du fou. Ça nous permet de rocker, de faire le rock, donc mettre le roi en sécurité. Et ça permet une défense additionnelle du fou. Et les autres cases sont moins désirables, disons. Ensuite, on a dame D2. Donc ça permet de mettre la dame sur une case plus intéressante parce qu'en faisant le mouvement F3, on a en fait bloqué cette diagonale de la dame. Donc pour les blancs, les cases noires sont plus intéressantes parce que tous les pions sont sur des blancs. Donc le fou blanc est bloqué par ses propres pions et la dame aussi si elle est sur la case des blancs. Donc il se met sur la case des noirs pour pouvoir s'infiltrer à travers ses pions, aussi défendre ce cavalier et permettre potentiellement la connexion des tours dans le futur. Ensuite, on a le fou à D7. Ça, c'est juste pour développer les pièces. Ils vont continuer à développer les pièces. Ça aussi, permettre le rock. On veut toujours développer beaucoup nos pièces, comme Arnaud l'avait mentionné dans l'étude des ouvertures, les principes généraux. Ensuite, on a le mouvement AC. Ça, c'est le premier mouvement qu'on peut considérer un peu comme la fa. Donc, on est plus dans l'ouverture un peu. On est plus dans le milieu de jeu. Donc, Noir prend une décision. Il va décider d'essayer de prendre plus d'espace sur le côté de la reine. En avançant son pion à A6 ici, il permet. Ça, c'est pas possible. Ici, à B5, l'avancée du pion B5, prendre plus d'espace sur le côté dame, potentiellement amener des tours, créer quelque chose sur le côté dame, prendre l'espace. Directement, il va faire ça aussi en sachant qu'il va probablement rocker du côté roi, donc il n'a pas besoin d'avoir peur de défaire sa structure de pion ici. Ensuite, on a fou B3. Ça, c'est en prévention du mouvement ici. Parce que s'il fait ça, il va devoir faire ça, elle va devoir faire ça de toute manière. Donc, garder son tempo. On a B5. Et ensuite, Harmon va faire une contre-attaque pour essayer de limiter l'espace du côté de la dame avec le mouvement A4. Ici, si Noir prend, c'est possible de prendre, mais c'est pas tellement avantageux. Noir gagne pas grand-chose à prendre. Il perd un peu de son espace. Et après, ça sera probablement un échange des fous blancs. Ce qui est avantageux pour les blancs, parce que comme on savait, nos pions sont tous sur les cases blanches. Notre fou n'est pas content. Il serait beaucoup plus content s'il échangeait ou s'il est sur cette case même. Donc, ici, Borgov ne va pas prendre, il va tout de suite rocker, mettre son roi en sécurité. Et blanc va faire de même. Et ensuite, on a dame E7. Ça permet. J'aurais une question. Oui, oui, Je suis vas-y. désolé, mais c'est quoi le problème là, après A4, pourquoi les Noirs n'ont pas joué B4 tout de suite pour kicker
le cavalier? C'est quoi le point avec ça? C'est une très bonne question. Pousser le cavalier. Hmm. Est-ce que dans le fond, c'est parce que c'est un motif typique de la sicilienne où après ça, tu vas jouer cavalier à 2, après ça, il va falloir qu'il joue à Est-ce que 5. tu connais la réponse? Mais c'est parce que je pense que c'est le motif typique de la sicilienne qui est important de mentionner ici parce que Ok, oui, ça a vas-y, l'air vas-y. extrêmement fort. Disons cavalier à 2, après ça, on protège le pion en jouant à 5. Mais ultimement, euh, les pions sont tellement avancés qu'ils peuvent devenir une faiblesse, d'une part. Et puis après ça, le cavalier va pouvoir aller, par exemple, en E3. Ce qui fait que même si les noirs ont l'impression d'avoir gagné pas mal, les blancs ont une position très confortable quand même. Ouais, non, c'est un très bon point. Puis ça revient aussi ce que j'avais mentionné au début, quand les pions blancs étaient très avancés et isolés. On peut voir ça comme une certaine faiblesse. Le cavalier aussi aura des très bonnes positions, comme Arnaud l'a mentionné. Donc, oui, c'est assez. Je savais pas ça, mais on dirait que c'est typique. Il faut que je connaisse plus mes principes, mais bon. Donc, on était où? Oui. Et aussi, si vous avez des questions, genre, n'hésitez pas à m'interrompre. Genre, ça fait plaisir. Genre, si moi, je suis pas capable de répondre ou j'ai pas tellement d'idées, il y a plein de gens vraiment boostés dans la salle qui peuvent répondre à ma place. Donc, c'est parfait. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, on va continuer. On était ici ouais, c'est ça. Donc, Dame 7, ça permet de connecter les tours. Euh, et aussi, ça permet à renforcer ce fou ici. Plein de bons trucs. On a tour A à C1. Donc, ça, en fait, on remarque ici qu'il n'y a plus de pions sur cette colonne. Donc, Harmon va préférer de mettre sa tour sur une colonne semi-ouverte, donc où il n'y a pas de pion à elle. Et ça met de la pression sur ce pion. Donc, c'est une meilleure position pour la tour. Et ce pion est protégé 2 fois aussi ici. Donc, on n'a pas peur de la prise, encore une fois. Ensuite, ça, c'est un mouvement qui est très intéressant. C'est cavalier H5. En fait, Borgov réalise qu'il y a une case très intéressante pour lui, c'est de placer un cavalier sur F4. C'est une case qui est très forte, surtout si elle est reprotégée par un cavalier, parce que si on mange le cavalier, il peut juste se replacer. Et le fait d'avoir un cavalier qui est protégé par un pion comme ça, aussi avancé, donc sur la quatrième colonne dans cette instance, mais c'est la cinquième des noirs. Euh, Si on a un cavalier, okay, on va dire qu'il y a un cavalier ici, il contrôle des cases très importantes dans le camp ennemi, et ça va permettre des attaques de fou avec la reine qui attaque avec des échecs qui matent. Donc c'est très important d'être capable d'essayer de trouver des cases intéressantes pour nos cavaliers et essayer de les positionner quand ils sont en sécurité. Donc tout de suite, Armen réalise que c'est trop une bonne case pour le cavalier. Donc elle va jouer G3. Ça aussi, ça a des positifs et des négatifs parce qu'en fait, oui, ça enlève la case, mais ça faiblit un peu la structure de ses pions en enlevant la protection de ce pion-là. Donc là, ce pion devient un peu plus faible. On voit qu'il est juste protégé par la tour, mais en même temps, c'était assez nécessaire d'enlever la case du cavalier parce que le cavalier serait devenu beaucoup trop fort. Ensuite, on a H6, ça c'est pour aider la position, enlever sur la case G5 au fou potentiellement, vraiment améliorer la position des noirs. Il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant, toutes ces pièces sont bien placées. Euh, donc c'est ça, améliore un peu la position. On a fou C2. Ce mouvement, de un, ça libère ce pion, potentiellement pour protéger ou pour pousser. De deux, ça protège le pion en E4. Et ça, c'est bien de le protéger prématurément parce que il y aura une potentielle avancée ici et on veut garder la protection de celui-là. Donc c'est ça, ça va peut-être devenir la base de la chaîne. Donc on le protège prématurément ici.
Ensuite, on a tour à B8. Ça, c'est un mouvement parce que potentiellement, la colonne va s'ouvrir. Donc maintenant, si la colonne va s'ouvrir, il y aura une tour dessus directement en mettant de la pression sur B2. Et s'il est mangé, ben, il va supporter le pion ici qui peut continuer son avancée. Potentiellement, il peut le manger ou il peut même pousser encore une fois pour le cavalier, pour déloger le cavalier. Ensuite, Armen va prendre le pion ici et on a une reprise du pion. Et ensuite, Armen va tout de suite voir que la colonne A s'est ouverte, donc il va placer une tour ici. Aussi, dans l'idée potentielle d'aller sur la rangée 7. Et la rangée 7 est très très forte pour les tours parce que ça met beaucoup beaucoup de pression sur les pions qui sont à la base. Donc, les pions sont pas parce qu'il n'y a pas de pions dans la première rangée, c'est impossible. Donc, ça met de la pression sur la base des pions et sur les pièces derrière. Et si on peut mettre 2 tours côte à côte là-dessus, c'est vraiment le rêve parce qu'on défonce tout. Donc, Borgov va pas laisser Armen aller là. Donc, directement, tour à 8. Et donc, empêche la tour d'aller là. Il va contester la colonne. Ensuite, il y a le mouvement D3. Ça, c'est un mouvement qui va mettre une double attaque ici sur le pion, qui est juste protégé une fois. Donc, ça force Borkov à réagir et à le protéger. Et il va le protéger en faisant un clouage. Je pense qu'on avait parlé des clouages dans la première session, je pense, la session d'introduction. C'est en fait quand une pièce... En fait, c'était un skewer. Ok, on va dire clouage. Le cavalier peut plus bouger parce que sinon il perd sa reine. Donc le cavalier doit rester là et donc il peut plus attaquer le pion. Donc le pion est protégé indirectement en immobilisant le cavalier sur la reine. Ensuite, on a l'échange de tours. Donc on a A8 à 8. Et ensuite, on a dame C2. Ça enlève le clouage, donc ça enlève le clouage du fou. Et donc ça remet l'attaque sur le pion en B5. Et potentiellement, quand on enlève le cavalier, ça met une attaque sur le pion en C7. Donc c'est un mouvement, mais ça fait comme 3 attaques en même temps. Ensuite, il va reculer son fou. Et ce fou-là, il n'est pas protégé. Ça permettrait l'échange, mais il n'y a pas vraiment d'avantage de faire ça. Donc, elle ne va pas échanger tout de suite. À la place, elle va protéger son fou avec cavalier D1. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça met une double attaque sur le cavalier en faisant une attaque à la découverte de la reine. Et si potentiellement il y a l'échange, si par exemple elle mange, le cavalier peut reprendre et le cavalier est dans une très très bonne position parce qu'il peut sauter à des cases qui sont très intéressantes. Donc il est dans une meilleure position qu'avant. Donc en faisant l'échange, elle a amélioré son cavalier. Donc ensuite, Borkov décide de ne pas échanger, va retourner en D6 tout en protégeant son pion. Ensuite, on a cavalier F2, améliorant ce cavalier qui était un peu perdu, tout en continuant à protéger ce pion et ces cases-là. Donc, on peut sauter là dans le futur. Et là, il y a un coup vraiment, vraiment magnifique de Borgov à ce moment-là. C'est un coup qui est vraiment pas intuitif et on dirait que ça a l'air vraiment fou. Je pourrais vous demander d'essayer de le trouver, mais c'est assez dur à trouver. Est-ce qu'il y en a qui veulent se tenter? Mais pendant qu'on réfléchit un peu, là, il me semble que c'est à cette position-là qu'on diverge d'une vraie partie. Est-ce que c'est ça? C'est dans quelques mouvements, Ok, ok, ok. Mais c'est un bon point. Je vais le mentionner parce qu'en fait,
c'est un point historique important. C'est cette partie, c'était comme je l'ai mentionné, c'était une vraie partie jusqu'au mouvement 46, si je ne m'abuse. Non, pas 40, ouais, peut-être 46, comme ça. Jusqu'à un mouvement avancé, en tout cas. C'était une vraie partie de Vansili et Ivanchuk contre Patrick Wolf. Et c'est ça. Donc, euh, après un moment donné, ils ont changé la partie pour le bienfait de l'émission et à l'aide de plusieurs grands maîtres très très forts d'ordinateurs surpuissants, ils ont créé une partie qui est très très belle et très intéressante à voir. Et c'est ça, pour le bien aussi de la storyline de Queen's Gambit. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des coups potentiels? Ben moi, j'en aurais deux. Donc là, tu dis que c'est des coups vraiment fous. Donc le Mhm. premier, je dirais, si tu veux un coup vraiment fou, je dirais tour à 8. Ça, c'est vraiment fou. Tour à 1 plutôt. Ça, c'est vraiment fou. Mais à part ça, C'est cool. dans la catégorie des coups vraiment fous, mais qui ne seraient pas nécessairement désastreux, il y aurait par exemple cavalier H, F4 peut-être, où là, après ça, tu menaces de reprendre avec ton pion, puis apporter tes pièces, puis faire des attaques. Wow, je suis impressionné. C'est en effet cavalier F4. Euh, donc, pourquoi est-ce que c'est un coup qui a l'air vraiment fou? Parce que c'est un sacrifice de pièces. Mais le problème, c'est que si on mange avec le pion, ça permet une attaque assez intense euh, pour les noirs. Donc ça ouvre le roi et potentiellement on a toutes les pièces qui peuvent arriver. Donc on a un exemple ici. Oui. Donc si le pion il mange, ensuite on a la reprise du pion. Ce fou est attaqué, donc il va reculer, on va dire en C1. Et ensuite on a cavalier H4. Et comme on voit ici, le mat est vraiment pas loin, parce qu'ici, on a un échec. Je vais enlever les flèches. On a un échec ici et potentiellement un mat. Et on a tous les fous qui peuvent arriver, potentiellement ramener même la tour ici. Donc c'est vraiment, vraiment dangereux. Le roi n'est plus vraiment en sécurité. Euh, pour l'ordinateur, lui, ça ne lui dérange pas, mais pour un joueur humain, c'est très, très dangereux parce qu'il faut voir toutes les subtilités et des fois, il faut trouver des coups qui sont pas évidents et on peut se faire échec et mat assez, assez rapidement. Donc, le coup magnifique H4. Donc ça a été joué dans une vraie partie. Donc ça a tout été calculé par un joueur au milieu de la partie. Donc c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et Armen, elle va, euh, elle va préférer l'attaque, en fait. Parce qu'en fait, si elle mange, elle doit se défendre. Et donc, à la place, elle va faire tour C1. Donc, potentiellement continuer l'attaque. En fait, je pense que Arnaud avait raison. Je pense que la fin de la vraie partie avant est plus tôt. Ouais. En tout cas, mais c'est des détails, mais c'est cool parce que euh, c'est potentiellement avant. J'ai pas noté c'était où exactement. Euh, mais en tout cas, donc tour C1 et donc elle va refuser de prendre le cavalier tout de suite. Et elle va placer sa tour ici, potentiellement sur une ligne ouverte qui va s'ouvrir. Si le fou est plus là, ça peut être très dangereux. Ensuite, on a Dame G5. Donc là, il y a une attaque sur le roi qui commence à être assez intense. D'un, on cloue le pion. Donc le pion ne peut plus manger le cavalier. Et on a des potentielles attaques futures qui sont assez impressionnantes avec la reine. Euh, donc, aussi, on a l'idée d'aller cavalier H3 avec échec. Et quand il reprend avec le cavalier, on va perdre le bon fou, qui est le fou noir. Et ça, c'est le bon fou encore à cause des pions blancs qui bloquent le fou blanc. Donc, Armand va faire roi H1, empêcher l'échec. Et ensuite, dame H5. Ça met de la pression ici, mais aussi sur ce pion qui n'est pas protégé.
Comme j'avais mentionné beaucoup plus tôt, c'est une faiblesse, ce pion-là, quand on avait avancé le pion ici. Donc c'est une faiblesse et maintenant on la voit parce que la reine peut faire échec ici qui est très très dramatique. En fait, qui causerait échec et mat si le roi ferait rien parce qu'il y a cette case avec le cavalier. Donc, mais encore une fois, ça permet la capture du cavalier. Et là, on a une série de coups qui est assez impressionnante qui va amener que s'il mange le pion, donc on va voir la série de coups. Ça va être un échec ici, roi G1, le cavalier, qui permettrait l'échec et mat ici. Le seul mouvement qui enlève l'échec et mat, c'est roi F1. Échec sur G2, E1. Ensuite, un coup magnifique, cavalier F3, D1 et échec et mat sur F1. Donc, après cette série d'une dizaine de coups, on peut donc pas prendre le cavalier dans cette situation. Donc, ah oui, attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai manqué un coup. Là. Oui, c'est ça. Cavalier G1. Donc ça protège simplement ce pion. Et ça protège aussi potentiellement, ça protège 2 fois maintenant cette case ici pour le saut potentiel ici. Ensuite, le cavalier va choisir de manger, il veut plus faire manger, donc il va choisir d'échanger pour le fou. On a la remange. Et ensuite, on a F5. F5, c'est vraiment une attaque sur le centre direct, donc sur la structure des blancs avec son pion. Donc il a Borgov, il attaque directement les blancs avec ses pions. On a cavalier C5. Ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, ça attaque le fou blanc des noirs. Et les blancs n'ont pas de fou blanc en ce moment, donc ce fou, il peut potentiellement être très fort. Et le simplement C8. Ça, c'est un mouvement qui est très utile à connaître pour contrôler le cavalier. C'est parce qu'en fait, comme on voit, toutes les cases du cavalier qui attaquent ici sont contrôlées par le fou ici. Donc, se rappeler en fait que 3 cases devant, c'est une bonne place pour contrôler le cavalier avec un fou. Ensuite, on a tour F1, donc solidifier cette faiblesse et potentiellement dans le futur, peut-être pousser ici pour attaquer ces pions et ouvrir la position si blanc le veut. Ensuite, on a cavalier E8. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je pense que c'est une protection ici. Et ah oui, ça libère aussi une potentielle avancée des pions aussi ici. Ensuite, on a dame D3, donc met de la pression sur le pion en B5. Et ensuite, on mange ici. Il remange. Ensuite, on a dame G6, pression sur ce pion, parce que maintenant, la faiblesse est sur E4. Elle est plus sur F3, la faiblesse est ici. Donc maintenant, il veut mettre de la pression ici. Et on a roi G2. Roi G2, c'est un beau mouvement, parce que ça protège ses cases. J'ai juste oublié de mentionner si on pourrait avoir l'impression qu'on peut manger ce pion à cause du cavalier qui protège le pion, mais après un échange rapide, ici, le pion est mangé et la position des blancs tombe complètement. On a le fou qui arrive ici, pas là, ici potentiellement. Ce pion va tomber, donc c'est catastrophique pour les blancs. Le noir va faire de même, va améliorer son roi. Il va améliorer son cavalier, attaquer ce pion potentiellement. Ça, c'est une manœuvre de cavalier pour repositionner le cavalier dans une meilleure case et mettre encore plus de pression sur E4, qui est, comme on le sait bien maintenant, c'est la faiblesse, parce qu'il n'y a plus de pion qui protège ce pion. Et ensuite, ici, on attaque la reine avec cavalier H4. On a reine G4, cavalier F5. Ça, c'est une très très bonne place pour le cavalier. Il attaque le fou ici, attaque
le pion et il bloque le fou blanc ici. On a cavalier G6, comme on avait dit, qui attaque le pion ici, qui est maintenant une double attaque, et après l'échange, il pourra potentiellement le prendre. Donc, il y a H3, juste ici, et ça force la reine à bouger, donc la reine ne peut pas le manger parce qu'elle se fait manger. Donc la reine doit bouger, elle rebouge à G6, donc garde potentiellement la diagonale ici. Et oui, donc ici, en fait, je l'ai noté finalement, c'est la fin de la partie de Ivanchuk. C'est pas la fin de la partie, mais c'est là où ils ont arrêté de copier la partie. Dans la partie originale de Ivanchuk contre Wolf, il a ensuite joué G4 et la partie a fini avec une égalité, avec une très grosse bataille. Et dans Queen's Gambit, ils ont trouvé une amélioration de la partie, une amélioration de ce coup, et ce coup est cavalier E6. C'est un coup qui est très fort parce que de 1, il positionne le cavalier sur une case très très avantageuse. Et il y a une fourchette potentielle ici avec le roi et la reine. Donc ce cavalier est très très fort. Pardon. Cette fourchette est protégée. Donc pour l'instant, il peut survivre. Donc là, on a tour A4. Et ça, c'est dans la même idée de continuer d'attaquer la faiblesse. Donc, vous voyez, tous les coups sont synchronisés pour attaquer cette faiblesse qui est sur E4. Donc, il essaye de vraiment détruire ce pion-là. Et maintenant, il y a une double attaque et il y a juste la reine qui défend. Donc, ce qui n'a pas été joué dans la partie, une autre défense serait potentiellement. Donc, on pourrait potentiellement échanger ici pour empêcher ici. Ça, ce serait une autre continuation. Mais ça créerait un pion passé. Et c'est ça. Les Noirs ne gagnent pas grand-chose à faire ça. Donc, il va continuer avec son attaque de E4. Et on a B3. Ça rend la position très, très, très intéressante parce qu'on peut voir plusieurs continuations différentes. Donc, si le cavalier mange... Oh. Ça, c'est un autre mouvement, je pense. Un autre mouvement que B3 aurait été de manger le cavalier. Ensuite, le cavalier mange ici, le cavalier revient. On a le cavalier qui mange. Et ça, c'est très, très dangereux parce que c'est une attaque à la découverte. Ce cavalier ne peut même pas manger parce qu'il est cloué sur la reine. Mais il y a un mouvement magnifique qui est en fait un sacrifice de dame avec cavalier F7. Et après le sacrifice de dame, c'est une égalité par répétition. Donc, ce serait la même chose que de faire une égalité. Sinon, dans la situation ici, le fou aurait pu manger. Ça, c'est la continuation favorable pour blanche aussi. La tour échec, H8. Et ça va être échec et mat dans un coup. Noir peut rien faire. Donc, c'est vraiment très intéressant. Dans la partie, Borgov mange avec la tour. Ensuite, plusieurs continuations ici. C'est des continuations très intéressantes. Pardon, à la place de manger, on peut faire l'échec, mais qui n'amène pas grand-chose. Et on a le cavalier qui mange en E3 qu'on a déjà regardé, pardon. Et ensuite, on a le mangeage sur D6. Ça permet en fait de faire finalement la fourchette ici, parce que ce qui protégeait, si on regarde, ce qui protégeait la fourchette, c'est le fou. Le pof, il est plus là. Et en fait, donc c'est ça. Donc, Noir va échanger le fou pour le cavalier pour empêcher la fourchette. Et ça crée un pion passé.
Donc c'est une magnifique série de mouvements en créant un pion passé. Et ensuite, on a la prise du cavalier ici. Ensuite, Armand va pousser le pion. Pour l'instant, la case de promotion est bien défendue, mais pas pour longtemps, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans cette situation. Ensuite, Borgov va jouer D5. Ça, c'est un mouvement qui est très fort parce que il y avait une continuation. Si par exemple, il fait un mouvement au hasard, on va faire B4. Donc on peut manger ici. Et après la promotion, on mange la tour. Juste ici. Mais avec D5, c'est plus possible, la tour est protégée. Et si ces pions commencent à vraiment courir et à aller à la promotion, c'est très très dangereux pour blanc. Directement. Et ici, c'est le moment où, dans la série, Beth Harmon regarde au plafond et voit toutes les pièces bouger. Et ça aussi, c'est inspiré de Ivanchuk, qui lui aussi, lui, il regardait beaucoup au plafond. C'est comme ça qu'il pensait. Donc ça, c'est inspiré de Vassili Ivanchuk. Et dans toute la série, si vous allez voir en ligne, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées. Donc c'est tout très intéressant de voir tout ça. Ensuite, on a fou C5 en protégeant ce pion-là. Et on a dame E8. Dame E8 est assez nécessaire ici parce qu'on veut vraiment protéger, bloquer le pion, la promotion ici, tout en défendant ce pion ici. Le pion sur B5. Donc ensuite, on a dame F3. Oui, on a dame F3, potentiellement d'attaquer le roi ici, donc ça peut être très dangereux. On a dame C6 qui attaque le fou, et on a B4. Ça, c'est une très bonne idée en général surtout en fin de partie ou en milieu de partie, de placer des fous comme ça en avant et qui s'entre-protègent avec des pions. C'est très intéressant et c'est très fort. Parce que vous n'avez même plus besoin de le regarder. Ce fou et ce pion vont être là pour toujours. Ben, à part si on les change, mais c'est ça. Ensuite, il y a la première grosse erreur de la partie de Borgov qui est dame E8. Donc il pensait qu'il pouvait faire des répétitions, il n'y avait plus grand chose à faire. Mais là, ça permet. Excuse-moi, Benjamin. Oui. Ouais. Est-ce que c'est bientôt que Borgov propose la nulle? Est-ce que tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends? J'entends pas, désolé. Ok, désolé. Mais. Attends, est-ce que tu entends d'autres mondes? Xavier. Ok. Ouais, est-ce que tu m'entends? Je crois que c'est Oui. Benjamin, ses écouteurs sont peut-être. Il n'entend personne. Ouais. Ah, c'est moi qui entends pas? Ouais. Est-ce que là, tu m'entends, Ben? Oui, je t'entends. Ok. En fait, je me demandais, est-ce que c'est bientôt? Est-ce que c'est déjà arrivé que Borgov va proposer la nulle? Est-ce que c'est juste moi qui entends pas ou c'est. Yes, je crois que c'est juste ça, mais ça semble indiquer que tu as des problèmes de connexion. Alors, Mon Wi-Fi. Ouais, c'est mon Wi-Fi qui est pas bon. ok, mais Là, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ok, mais dernier essai, est-ce que c'est Tu peux bientôt écrire qu'il ta propose question. la nulle? Mon Wi-Fi est vraiment mauvais en ce moment. Attends, je vais. Ok, mais pour répondre à la question, je pense pas, parce que les Noirs, ils sont pas tout à fait perdants. Puis, on sait que la technique de proposer la nulle, c'est qu'on perd. Alors, je pense que c'est dans quelques coups, là, quand il va réaliser qu'il a perdu. Mais pour l'instant, je pense pas que c'est... Je suis allé là-bas, je pense. C'est bon, merci. En attendant qu'on règle les problèmes de connexion, est-ce que quelqu'un a une blague d'échec à proposer? Genre, il était une fois 2 pions dans un bar, etc., non? Il y en a-tu, pour vrai? Y a-t-il un répertoire de blagues d'échecs? Je suis sûr que si on passe à ce moment,
à jouer, on sera capable d'en trouver. Ouais. Ouais. Ok, je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez? Yes! Yes, on Yeah! Let's go. t'entend. Let's go. Désolé. J'ai changé d'endroit. Ok. Xavier, t'avais une question? Ouais, en fait, Arnaud, il a répondu, là, mais c'était juste pour savoir si c'était bientôt ou non que Borgov proposait la nulle, mais Arnaud a dit que vu que les Noirs sont pas tout à fait perdants, c'est pas le cas. Mais genre, peux-tu juste le mentionner, genre, quand ça va être le cas? Oui. Good. Merci. Oui. Ben, en fait, c'est ici. T'as entièrement. C'est ici. Donc, c'est à ce moment-là, quand il joue Dame E8, Borgov propose la nulle parce qu'il croit qu'on peut faire par répétition. Et elle refuse avec du sas. Donc, c'est ça. Ici, on a Dame F5 avec échec. Et là, il n'y a pas beaucoup de choses à. Il y a juste deux choix vraiment à faire. Soit G5, soit Roi G5 ou H5. Pardon, H8 ou G8. Si on va à G8, on a cette série de coups H7. Et ensuite, la promotion inévitable avec Dame F8. Et l'échec va amener à rien vraiment. On va juste placer le roi ici en attaquant la tour et on va perdre un tour. Donc, dans la partie, il va jouer roi H8. Et Armen ici fait un coup magnifique qui va être en fait de sacrifier sa dame sur F6. C'est vraiment un coup magnifique. Les sacrifices de dames en général, c'est toujours cool à voir. Mais dans ce cas-là, en fait, ça permet de remanger ici. Et c'est le même principe. Puisque le pion est protégé, c'est assez inévitable qu'il y aura une reine ici parce que la tour va attaquer la reine qui est à l'endroit de promotion du pion. Donc ensuite, on a tour H5. Donc Borgov va essayer de faire des petites manipulations pour peut-être des échecs et maths. On a échec ici, roi G7, et là on a la promotion de la dame. Et ensuite on a une série d'échecs qui amène à rien vraiment parce que ces deux pions valent pas plus que le fou peut entièrement protéger, battre ces deux pions. Donc c'est un fou complet de plus. On a roi F1, on a échec ici, dans la tour, G2 échec, bloc, E4 et D2. Et là, comme on peut observer, il n'y a plus d'échecs à faire de la dame. Donc elle ne peut pas aller là, peut pas aller là. Toutes les cases sont prises. Et c'est à ce moment que Borgov se lève et il applaudit Armand dans la série. Et c'est comme ça qu'il abandonne la partie. Et ça, c'est inspiré en fait de la partie 6 du championnat du monde de Bobby Fischer. Donc un gars assez populaire contre Boris Spassky. Qui en fait, Boris Spassky il s'est levé et il a applaudi Bobby Fischer. Et Boris Spassky, c'était le deuxième au monde et c'était un Russe. Et ça, c'était joué en Russie. Donc ça, c'est inspiré encore une fois de la vraie vie de Bobby Fischer. Et c'est comme ça que la partie finit. Et c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.